Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour un retour sur un film vu en salle. Ça faisait un petit moment et j'avais envie de continuer sur la lancée que je vous avais proposée avec Vincent Napadécaille en regardant le dernier film de Thomas Salvador, La Montagne, sorti donc en ce début d'année 2023. C'est un film avec Thomas Salvador qui reprend encore une fois le premier rôle et nous avons aussi dans le rôle de Léa Louise Bourgoin. C'est un film qui dure 1h55 et qu'est-ce qui se passe pendant 1h55 ? Eh bien c'est un homme qui répond à un appel, celui de la montagne. Et il va, alors qu'il n'y connaît rien, monter dans cette montagne et peut-être y découvrir lui-même, mais peut-être aussi d'autres choses. Mystère, mais bien sûr je vous invite fortement à voir le film, peut-être avant d'aller un peu plus loin dans le commentaire, puisque bien sûr, quand on connaît Vincent Napadécaille, on peut se douter qu'il y a aussi anguille sous la roche concernant la montagne, puisque c'est pas simplement un petit trip alpin, ça va un petit peu au-delà. C'est un film qui est encore issu d'une idée, qui est une personne qui ne veut pas redescendre de la montagne. Et bien sûr, il a fallu écrire autour de ce concept. Le film a été écrit avant le Covid, alors qu'on pensait que justement il avait été écrit pour faire contrepoint au Covid qui était sur l'enfermement. Et ce film quand même vante les mérites de la nature, de l'exploration, de l'aventure. C'est absolument pas le cas, il en avait déjà l'idée bien avant. Il a fallu bien sûr étendre le propos, rajouter des personnages, pour donner une envie de respirer, mais aussi de respirer dans le récit. Le personnage n'est pas tout seul. Et c'est cette dynamique qu'il a fallu créer, tout en gardant bien sûr les thématiques. Et c'est là que c'est formidable de voir chronologiquement une filmographie, c'est de voir une déclinaison de Vincent Napadécaille dans un autre environnement. Je vous invite bien sûr à voir la critique précédente, parce que je vais peut-être pas faire forcément certaines explications ou certaines choses, je vais peut-être les oublier aussi, mais il y a des dynamiques du cinéma de Thomas Salvador qu'on va retrouver ici, que je ne vais pas forcément réexpliquer, donc je vous invite à voir la petite critique de Vincent Napadécaille. Ici, nous revenons également à un récit doux, c'est-à-dire un récit d'expérience, mais un récit aussi qui ne s'agite pas. C'est un récit, une histoire qui va un peu à l'encontre d'un cinéma efficace. Et j'entends par là que le film n'épouse aucune injonction, à part celle du réalisateur même, bien sûr. C'est un film qui va dans le sens du réalisateur, et ça ne veut pas dire le film n'est pas efficace donc il est contemplatif et on se fait chier, même s'il y a une personne qui est sortie de la salle. Mais c'est un cinéma qui va là où il doit aller par rapport à son récit. Il est même, dans cette optique, très efficace, puisque le réalisateur se permet énormément d'ellipses, et on comprend en fait où il veut aller. On a des fragments de scènes, et des fois résumés en un plan, et ça suffit. Par exemple, il y a une scène où il se décide à aller vers cette montagne, après un plan comme ça. C'est un plan formidable d'ailleurs, où il est en train de faire son travail. C'est un récit initiatique, donc forcément, il y a un appel à l'aventure, et cet appel à l'aventure, il est à travers une grande baie vitrée, il est en train de présenter un projet à des collègues, et il voit cette montagne comme ça qui l'appelle. Et il y a juste un chant contre chant, et c'est très troublant, parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de fantastique, alors que c'est un simple chant contre chant. Et après ça, eh bien, on a une succession de petites scènes résumées en un plan. Voilà, on le voit tout d'un coup dans un magasin, qui regarde des tentes pour voir si ça lui plaît, et on sait qu'il va en acheter une, parce qu'on a eu le rapport avec la montagne avant, donc il est déjà en recherche de matériel. C'est un peu l'impression Pierre chez le marchand de journaux, Pierre chez le marchand d'équipements, Pierre dans le train, vous voyez, Pierre dans sa cuisine, premier plan du film. Voilà, on a ces fragments-là, donc c'est un rapport à l'environnement qui donne une sorte de décalage, oui, dans un sens, qui donne tout de suite
le ton du récit quand on le voit comme ça. Premier plan du film, il est dans sa cuisine, on voit que c'est une cuisine bien équipée, le mec il a tout ce qu'il veut, il est bien financièrement. Et malgré ça, on a l'impression qu'il détonne un peu dans la scène, il boit son petit café dans une petite tasse orange, et il pose comme ça cette tasse orange sur le bord de l'évier, mais un bord qui fait déséquilibrer légèrement la tasse. Alors bien sûr, après gros plan sur la tasse qui tangue un petit peu, et là on peut se faire tout plein de suppositions, si c'est l'équilibre que la personne a actuellement et qui est un équilibre changeant, ou est-ce que c'est simplement, un réflexe quotidien de laisser un peu d'espace pour que les gouttes à l'intérieur de la tasse puissent tomber, ce qui pourrait revenir aussi à la fragilité d'une montagne. Y a beaucoup d'interprétations sur cette tasse orange. Moi, je suis fasciné par cette tasse orange. Mais voilà, dès les premiers instants du film, on peut déjà supposer une interprétation des éléments qu'utilise Pierre. Et encore une fois, film élémentaire. Premier film c'était l'eau, ici c'est la terre, la montagne. Ici nous revenons sur l'idée de fable. Il aime le mystère également, et on nous le fait sentir qu'il y a déjà un rapport mystérieux, parce que rien ne nous suggère que il y ait un rapport facile entre Pierre et la montagne. Ça nous est peut-être un peu plus suggéré lourdement une deuxième fois, le soir, alors qu'il vient d'avoir cette révélation, il se pose des questions, et on a un petit animal, une petite biche ou un petit cerf, comme ça, qui passe dans la rue du village pour inciter bien sûr le personnage principal à se rapprocher de la nature. Peut-être un peu exagéré, mais l'idée est là. En plus, à titre, extérieur au film, c'est quelqu'un qui fait de l'alpinisme. C'est un alpiniste chevronné. Donc ça le correspond totalement, et il a les capacités. Là aussi c'était compliqué dans le premier film vis-à-vis de la nage, des choses qu'il fallait faire. Ici aussi c'est compliqué d'avoir un acteur qui sait faire de l'escalade et de ne pas s'en mêler les pinceaux avec tout le matériel dans une montagne. Lui il sait utiliser tout le matériel, donc forcément il se remet dans le rôle. À croire qu'il fait des films uniquement pour se mettre en scène, c'est incroyable. Et c'est aussi un rapport qu'il a avec ses courts-métrages, où il se met en scène. Enfin, je suppose, j'en ai vu aucun, mais j'aimerais bien en voir. Pour le coup, là, les 2 longs-métrages me donnent envie de voir ce qu'il fait en court-métrage. C'est son rapport au monde et son rapport à la montagne, mais c'est un récit qui est difficilement balisé, parce qu'à partir du moment où il est dans la montagne, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a une attente. Il attend quelque chose de la montagne. On voit des plans, on voit des suggestions de regard, on voit des lieux, de la neige. Il laisse au spectateur de la marge pour interpréter, comme je vous disais, ce plan de la tasse. Je reviens à mon histoire de tasse orange, mais il nous laisse de la marge pour interpréter ce que nous voyons, ce que nous pouvons éprouver également. Comme le premier, il y a des choses non dites que le spectateur va pouvoir intégrer dans son interprétation du récit. Et il part encore une fois aussi d'une situation réelle, de quelqu'un qui est ancré dans le réel, qui a un travail, qui a des relations familiales, et on va tendre vers quelque chose d'un peu plus fantastique, pour créer une sidération dans le réel. Un décalage, c'est le propre du fantastique, mais un décalage qui n'est pas du tout étonnant. La personne n'est pas étonnée. Il n'y a pas de peur de la montagne, de ce qui s'y passe, de ce qu'il trouve. Parce que quand le fantastique intervient, le personnage n'est pas surpris, ce qui surprend d'ailleurs. Mais ça renforce, comme le dit le réalisateur, la dimension de l'évidence et de la nécessité pour ce personnage de vivre cette aventure. Il est appelé par la montagne, donc il est appelé à en découvrir ses secrets, et ne pas à fuir ou à crier à la moindre surprise. La surprise, elle est de taille. C'est une idée aussi de la transformation de la montagne, comme transformation du monde. Il y a un petit sous-texte qui nous est narré 2-3 fois dans le film qui montre que la montagne est un être vivant, changeant. C'est pas organique, mais il y a quelque chose, il y a une force, une énergie dans la montagne qui a tendance à s'effriter. Une infirmière évoque d'ailleurs l'idée que la montagne est un millefeuille
et que la neige lui sert de colle pour tenir ensemble. Et quand la neige disparaît, que les glaciers fondent, la montagne commence à se désagréger. Et cette idée de transformation de la montagne, de transformation du corps, de transformation du monde, eh bien tout cela s'entremêle dans le film. Un sous-texte très léger, bien sûr. Mais ce n'est pas un film qui met à charge la société. Ce n'est pas non plus un film sur un marginal, même si on en a légèrement l'impression. Il est intégré au début du film, mais il va se marginaliser par son obsession. On a une empathie envers lui, parce qu'on a envie de savoir le secret qui l'anime à rester dans cette montagne. Parce que ce personnage, il vit dans son désir. Comme peut-être certains d'entre nous, même s'il a un boulot qui semble-t-il paye bien, ça a l'air d'être un boulot de merde. Parce qu'on a cette fameuse démonstration dont je vous parlais, auprès de collègues de travail, d'un robot qui fait des mouvements de bras. Non seulement ça a l'air chiant comme la pluie, mais ça a l'air ultra useless. Ça, c'est des trucs d'entreprise, vous savez, où le mec il dit oui, regardez, le robot il peut aller de là à là, et on voit le bras déplacer un petit truc de gauche à droite comme ça. Vous savez, ça fait un peu penser au matériel de restauration, de bouffe là, de nourriture dans les temps modernes, quoi. C'est complètement useless. Et je pense que c'est typiquement le rapport qu'il voulait instaurer. C'est un matériel useless et tout d'un coup il va être appelé par quelque chose qui vaut vraiment le coup et qui va le sidérer. Et d'ailleurs, la première fois que nous voyons pleinement la montagne, c'est tellement sidérant parce que c'est un espèce de panoramique sur une aire de panorama où on a la montagne, mais monstrueuse, gigantesque, et on a les gens qui prennent des photos et qui restent comme ça en train de regarder. On croirait du CGI tellement la montagne est montrée dans sa magnificence. C'est magnifique, vraiment le superbe moment de sidération. C'est épatant, tous les superlatifs que vous imaginez, et ça c'est en début de film. C'est en début de film, on voit cette immense montagne et on va se dire c'est là-bas que ça va se passer. Et en y allant vers cette montagne, eh bien, il se réapproprie tout. Il se réapproprie sa vie, son corps. Il se réapproprie également son temps. Il fuit en effet quelque chose pour trouver autre chose. Il ne s'agit pas simplement de trouver la lumière, mais de trouver quelque chose qui le motive, mais également un rapport plus naturel aux éléments. En effet, vis-à-vis de la fin, il ne redescend pas avec le téléphérique, avec de la technologie, mais il redescend à pied avec son pouvoir. Son pouvoir lui a acquis aussi un rapport plus naturel à son environnement, plus physique également, lié au corps. Donc c'est peut-être ce qui lui manquait. Également, l'idée de la transmission est évoquée. Il va déjà partager, mais aussi transmettre une partie de son pouvoir, tout comme les créatures incroyables créatures dans la montagne vont lui transférer un morceau de pouvoir. Bon, ces pouvoirs, ça brille dans la nuit. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a vu. Hein. Mais peut-être qu'il y a autre chose. Mais on ne sait pas, et on ne le saura pas parce que le film il s'arrête. Mais on sent que c'est quelqu'un qui est fasciné par le pouvoir élémentaire. Il y a quelque chose qui nous est raconté sur l'idée de la transmission de la terre, des éléments à l'homme. Et finalement, le peu de gens qui en prennent vraiment conscience. Il y a quelque chose, voilà, pour avoir autrement. Voilà, c'est voir la nature autrement. Et voir la nature autrement nous fait briller, soi-disant, semble-t-il. C'est-à-dire voir la nature autrement, la voir autrement que par le biais de la technologie, de voir autrement que comme une ressource. Au moment même où notre pierre enlève sa lumière artificielle de sa petite lampe, c'est-à-dire une lumière technologique, eh bien, hop, il l'enlève et il a ces fameuses lumières, ces créatures, ces espèces de mélasses volcaniques ultra chelous qui se rapprochent de lui, qui passent autour de lui. Et bien sûr, quand il remet sa lumière technologique, eh bien, cette petite mélasse qui se déplace comme une limace, eh bien, ça se fige en une espèce de pierre volcanique, mais anodine. On pourrait passer à côté, on ferait même pas attention. Moi, j'ai beaucoup aimé ce passage où tout d'un coup, la pierre, ah non, tu me vois pas. C'est un peu ça. L'idée de pouvoir pourrait être perçue comme une récompense, mais c'est plutôt une sorte de circonstance, une obstination récompensée, certes, mais qui lui cause aussi le fait d'avoir ce pouvoir, et il en ressort
de son statut minéral, qui était sa véritable récompense. Tu es rentré à l'intérieur de la montagne, tu vas en rester avec nous et on va t'offrir l'immortalité de la montagne. Mais à la fin, il ressort quand même de la montagne avec une récompense, une petite récompense, puisqu'il va rejoindre le monde des hommes, après avoir déclaré son affection auprès du personnage de Léa. Au final, c'est quelqu'un qui s'isole et qui décide de ne plus s'isoler. C'est vrai que le départ, on a l'impression que c'est plutôt vivre heureux, vivons loin des hommes. Mais il dit en interview qu'il faut quand même tenter l'humain, même si c'est dur. Il redescend à la fin du film, mais il n'est plus totalement le même. C'est son côté optimiste, puisque le film est un film optimiste. Il arrive à la fin, tranquillement, il redescend dans la forêt, avec son pouvoir. Décomplexé, il illumine le pré, il revient parmi les hommes. Il est heureux, il a l'impression d'avoir accompli quelque chose, en sachant quoi faire. Alors que c'est vrai, dans les premiers instants du film, où nous le voyons à Paris, on ne sait pas trop, il se laisse guider par les plans, il se laisse guider par la fonction du plan, il se laisse guider par le flux de travail, par le flux humain, et force est de constater qu'à la fin du film, il prend position, il prend des décisions, il ne suit pas les cordons de sécurité, il a plus de maîtrise sur les choses, et il pourra faire des meilleures décisions pour lui, mais également dans son interaction avec les autres. Le personnage de Léa est une personne qui travaille sur une espèce de plateforme, elle tient une espèce de petit aire de repos / restaurant. Et c'est une sorte de mini love interest et personnage adjuvant pour le coup, qui l'aide beaucoup, qui lui permet de retrouver ses esprits alors qu'il s'était perdu et qu'il était ressorti de la montagne. Un bon personnage, très simple, un petit peu fonction, peut-être même pas nécessaire quand on y réfléchit. Mais ça permet de créer une dynamique humaine et ça lui permet aussi de renforcer ce caractère de revenir parmi les hommes. Parce que ça se fait en 2 étapes. Il ressort de la montagne, Léa le retrouve et ils sont après ensemble le temps d'une nuit et après il redescend de l'aire de repos. Je ne sais plus comment ça s'appelle. On y va en téléphérique, c'est un petit peu long quand même, mais c'est une aire de repos avancée. Donc c'est un personnage qui est aussi nécessaire dans les étapes du récit, mais si on aurait voulu faire vraiment un truc radical et un peu plus austère, on aurait pu l'enlever. Ça aurait été peut-être plus marqué, mais moins chaleureux, moins humain. Les personnes qui sont autour de ce personnage ne sont pas très importantes, c'est seulement Léa qui a de l'importance. Même si à un moment on a les parents, on a la mère et 2 frères, bien sûr classique, vous savez, hein. On a la mère qui sait pas trop quoi choisir, mais elle veut juste que son fils soit heureux. On a un frère qui est un peu matérialiste et qui trouve que rester dans la montagne, c'est une immense connerie. Et un autre frère, plus jeune, qui dit ouais tant que tu kiffes c'est cool, et qui ne se pose pas plus de questions et qui est content d'avoir son grand frère qui a l'air bien en fait dans la montagne, et qui ne se pose pas les questions de qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, tu vas te faire virer, blablabla. Sûrement certains d'entre vous ont eu ce cas de figure dans leur vie. Donc il y a ce rapport réel à la famille vis-à-vis d'une lubie, vis-à-vis d'une obsession, qui permet aussi de créer des dynamiques pour renforcer l'impression de obsession fantastique auprès du spectateur. Et puis nous avons d'autres personnages, par exemple le guide, celui qui va guider un petit peu Pierre dans une ascension, qui fait un bout de chemin avec lui, ou des passants qui sont absolument pas des comédiens, ce sont de véritables passants, un véritable guide, et qui jouent très très bien leur travail, hein, bien sûr. Là, le guide, lui, il sait quoi faire, donc il se concentre sur tout le déballage technique de ce qu'il faut faire, des distances. On apprend quelque chose d'ailleurs, on apprend quelques trucs aussi au passage. Et puis il y a aussi, même si ce sont des passants, ou même si c'est un guide, que ce ne sont pas des comédiens, à un moment dans la montagne, il faut arrêter de faire les cons, parce que dans la montagne, on ne joue plus. Il y a une vigilance pour sa propre sécurité, qui dépasse largement le jeu de comédien. L'environnement a un véritable impact sur la performance. Également, le souffle. On ne peut pas avoir un souffle de comédien, c'est-à-dire souffler vis-à-vis de certaines inspirations qu'on voudrait pour après délivrer un texte éventuellement. Et puis il y a des positionnements qui seraient dangereux
si on ne les faisait pas. Donc le corps du comédien, la performance de comédien est façonnée par la sûreté du corps en milieu hostile. Et la montagne est un milieu hostile. Et vous avez eu récemment un film en animation qui s'appelle Le Sommet des Dieux, qui montre la montagne comme un environnement ultra hostile, beaucoup plus hostile que dans la montagne. Il y a quelques moments dans le film où c'est un peu tendu, mais voilà, c'est filmé sans grand suspense. Il n'y a pas de suspense dans le film, il y a juste une fascination qu'on a envie de voir, résolue, je devrais dire. C'est un film instinctif. Et en cela, encore une fois, dans une montagne, on ne vient pas en conquérant, c'est ce qu'il disait dans plusieurs interventions, eh bien, il faut aussi respecter ce que la montagne nous offre. C'est-à-dire que l'équipe technique a été très réactive à l'esthétique de la montagne, à ce qu'elle proposait. C'est-à-dire qu'il filmait la montagne d'aujourd'hui. La montagne avec ses problèmes, avec ses fragilités, avec ses intempéries. On voit aussi un moment, quand ils arrivent sur ce fameux panorama de montagne, on a le niveau du glacier qui ne fait que descendre, avec 1976, 1945, 2003, et tu dis, dis donc, c'est vachement bas. Mais oui, on nous montre, comme je vous le disais, la montagne, c'est un millefeuille, et la montagne s'effrite. Donc c'est cette réalité de la montagne qui se greffe à la montagne fictionnelle. Il ne voulait pas que ça fasse beau, forcément. Il y a de très très beaux plans. Il y a même un plan assez incroyable où il est comme ça devant le soleil. Tout en haut de la montagne, il y a une espèce de brume, comme ça, de fumée qui arrive et qui couvre tout le plan, où on a juste le mec en silhouette. Enfin, il y a des trucs, c'est vraiment magnifique. On a très peu de plans en mouvement. Les plans sont assez fixes. Il y a un ou deux plans en drone. Enfin, drone, hélicoptère, je ne saurais pas dire, mais voilà, on a des plans qui se rapprochent de la montagne, où on le voit grimper. C'est très impressionnant. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ça reste fixe, ça reste simple, c'est sur une force de composition, de fixité, de plan fixe, plutôt que des trucs très très élaborés comme on fait dans les films américains, vous savez, avec les gros plans en hélicoptère et les mouvements de caméra en grue, vous voyez les trucs. Là, on est vraiment sur la montagne, donc la caméra, on ne peut pas la placer où on veut. Et puis, il y a aussi l'idée de se déplacer pour filmer tout ça. Ça crée beaucoup de contraintes, donc le filmage est au plus simple. On filme la matière. On se perd, littéralement, à la fin du film, dans la matière, à travers un moment de fantasmagorie où on le voit à travers des blocs de glace, qui sont en fait les blocs de pierre, et on le voit comme un squelette, vous savez, sous les radios... sous les rayons X, et on le voit évoluer comme ça, comme un espèce de poisson dans l'eau. C'est assez sidérant, parce que, bien sûr, le film décrit une fascination et donc un mouvement vers la montagne, mais qui va au-delà, qui va jusqu'à la fusion entre le corps humain et la montagne, au point que, par moments, on a l'impression qu'il va se pétrifier dans la montagne et qui va plus pouvoir ressortir. Donc ces idées sont, à la fin du film, elles sont magnifiques. Il n'y a aucune intervention numérique, c'est un effet de trucage, de marionnette, d'effet de lumière, tout est très 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 réussi. Ces espèces de mélasses, de petits êtres de lumière qu'on a dans la montagne sont vraiment fascinants également. Il y a des effets de miroir et de surface transparente pour permettre ces effets-là qui sont très très réussis. La musique également est intéressante puisqu'elle est vraiment liée au personnage. Ce n'est pas une musique de situation. C'est une musique d'ambiance qui est interne au ressenti du personnage, à sa passion, à son stress également. Quand il monte la montagne d'une façon un peu plus risquée, bien la musique se met au diapason de ce qu'il ressent lui. Et c'est une musique qui ne varie pas. Elle est en forme de boucle, vous voyez ? Voilà. Donc, c'est un retour. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait des retours aussi proches de mon visionnage, parce que je l'ai regardé ce matin. Donc quand j'ai dit ce matin, c'est le mercredi 1er février à 10h10, MK2 Odéon à Paris, voilà précisément, et j'enregistre le soir même de la journée où j'ai regardé. Donc ça me fait un peu bizarre, mais c'est aussi un exercice qu'il faut faire de temps en temps. Je suis très content de l'avoir vu en salle, je suis très content aussi d'en avoir fait une petite critique pour vous. J'espère que ça vous donnera envie
peut-être de le regarder en salle si vous avez l'occasion de la voir dans votre ville, et bien sûr aussi, si vous le pouvez, quand il sera en offre légale ou autre, de vous le procurer, de regarder ce film, de vous intéresser au cinéma de Thomas Salvador. Je trouve qu'il a des choses à raconter qui sont toujours fascinantes et toujours bienveillantes. Ce n'est pas un film, ça me semble pas être un cinéma du malaise, un cinéma sarcastique, un cinéma humiliant, violent, qui est censé dénoncer avec une grande ferveur des choses. Non, c'est un cinéma doux, comme je vous le disais, une intrigue douce, un cinéma optimiste, un cinéma un petit peu, comment dire, sur quelqu'un d'un peu maladroit, d'un peu gauche, mais d'un peu naïf peut-être. Mais ça lui donne une bonne douceur, une légèreté. Et j'aime beaucoup cette dynamique de la légèreté dans ce cinéma, surtout quand on le lit à l'aventure, l'exploration, le fantastique. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Ce film, je lui mettrai un bon 14,5 sur 20. Je vous souhaite de le voir. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!